Alors, il épargne 4 fois moins qu'un épargnant chinois, et je t'ose à peine le dire, 3 fois moins qu'un épargnant béninois. Enfin, comme vous savez, en masse, ça fait quand même beaucoup plus. De même, la consommation intérieure chinoise a vigoureusement réagi, si bien que les économistes de Goldman Sachs ont établi que dans la reprise mondiale, la seule croissance de consommation intérieure du marché chinois a été la contrepartie suffisante à la baisse de consommation de tous les grands pays développés de l'OCDE. Ce qui est une contribution à la croissance complètement nouvelle. Vous avez sans doute en tête, il y a 15 ans, les grands efforts du gouvernement du Japon, par exemple, pour contraindre les consommateurs japonais à consommer. Mais il y a quelque chose d'efficace dans le système chinois qui s'est produit à l'intérieur de l'année 2009. Ça, c'est aussi des façons de corriger des déséquilibres. Monsieur Zinzou, qui s'explique comment et par quoi? Est-ce qu'il y a une politique économique sociale différente de la Chine? Oui, alors ça, c'est quand même une question pour le capitalisme. C'est que ce soit un pays communiste qui soit le pays capitaliste le plus efficace au monde. Ça pose quand même probablement des problèmes politiques et sociaux compliqués. Il n'y a qu'un pays qui ait mis en œuvre un plan de relance représentant en pourcentage du PIB quelque chose d'aussi important. On l'a critiqué ou on l'a moqué en disant qu'on avait mis beaucoup de projets qui existaient déjà dans ce plan de relance. Enfin, le fait est que le point bas en trend de la croissance chinoise n'a quand même pas été plus bas qu'une croissance positive de 5%. Et le fait est que les statistiques de la semaine dernière, c'est quand même une croissance du PIB chinois de 9%, tirée par une croissance de la consommation qui est à 2 chiffres, qui est à plus 15%. Croissance de la consommation. Donc on a en matière de politique économique et de capacité de faire du stimulus, comme on dit en anglais, ou de la relance, une efficacité qui est hors du commun pour les politiques publiques. Monsieur l'ambassadeur François Bujon de l'Estaing. Merci. Ma question s'adresse au professeur Frieden. La crise récente de 2007-2008 nous a montré que le capitalisme créait des richesses, mais que ses excès pouvaient les détruire. Et vous nous avez expliqué, monsieur le professeur, de façon fort intéressante et paradoxale, que l'avenir du capitalisme, c'était les gouvernements. Est-ce que cela veut dire que le capitalisme est une chose trop sérieuse pour être laissée aux capitalistes, comme jadis la guerre était une chose trop sérieuse pour être laissée aux militaires? Et est-ce que ça veut dire que le rôle du gouvernement est précisément de protéger le capitalisme et de l'aider à se développer de façon harmonieuse en jouant un rôle très important dans l'économie? Aux États-Unis d'Amérique, où il n'y a pas si longtemps le dogme était de lutter contre le big government, le retour du gouvernement est une chose tout à fait symptomatique et significative. Jusqu'où pensez-vous que le gouvernement doit rester dans l'économie là où il est entré, c'est-à-dire souvent comme actionnaire, et quel est le point d'équilibre entre le rôle du capitalisme et celui du gouvernement à moyen terme? That's a great question. The notion that capitalism is too important to be left to the capitalists, in many ways, goes back. C'est une très bonne question. L'idée que le capitalisme ne devrait pas être confié le capitalisme ne devrait pas être confié aux capitalistes est une théorie qui a déjà été avancée par Margaret Smith. Mais la discussion qui se déroule maintenant, c'est de savoir où les richesses publiques commencent et où les biens privés s'arrêtent. Et dans le contexte nord-américain, c'était votre question, je crois, il y a eu un mouvement pendulaire pendant les années 80 et 90 pour s'éloigner de l'intéressement gouvernemental, y compris sur le plan du régulateur. Et je pense que la politique fiscale et monétaire des 10 dernières années ont été cruciales pour promouvoir ces tendances qui ont débouché sur la crise. Il est évident que c'est l'échec du régulateur qui a contribué très fortement à ce que nous avons vu. Et je pense que nous sommes en train d'assister maintenant à ce mouvement pendulaire qui nous ramène à un rôle plus important du gouvernement, de sa participation. Et je ne dirais pas que le gouvernement... que les États-Unis ont connu beaucoup de participation gouvernementale directement dans les secteurs économiques. Mais je pense que ce que nous n'allons pas connaître, c'est l'idée qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des règlements pour les marchés financiers. Et je me souviens qu'à un moment donné, quelqu'un disait que, de façon un petit peu sarcastique, que pendant l'ère Bush,
dans les années 2003, 2004, 2005, on se dit, mais qui a besoin de filet social quand tout le monde dispose d'une carte de crédit? Bon, mais cette attitude-là, je crois, n'est plus très répandue. Et tout au moins aux États-Unis, et je pense dans d'autres pays également, nous allons assister à ce mouvement du balancier. J'espère que ceci va également influencer le secteur public international dont on a parlé, donc en proposant des richesses publiques plus importantes. Monsieur l'ambassadeur, vous vouliez dire que tous les gouvernements, y compris les gouvernements sociaux-démocrates, devaient contribuer à sauver le capitalisme? C'est le professeur Frieden qui nous dit que les gouvernements vont sauver le capitalisme. Les gouvernements sociaux-démocrates sont plus engagés que d'autres. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant le retour de l'État dans la vie américaine, qui d'ailleurs, à mon sens, a commencé à se manifester avant même Une vie américaine que vous connaissez crise. très bien. Vous êtes resté ambassadeur combien d'années? 7 ans et demi. Merci. Merci. Je suis marocain, donc africain, et je m'occupe de prévention de la corruption. Donc ce matin, M. Hubert Védrine, s'agissant de gouvernance, nous a conseillé à chaque fois de redéfinir, c'est un mot valise. Moi, gouvernance me fait référence aussi à bonne gouvernance, c'est-à-dire, entre autres, la bonne utilisation des ressources à disposition. Ma question s'adresse à M. Zinsou. Concernant les fameux 430 milliards d'avoirs qui pourront demain faire changer le capitalisme de couleur, est-ce que cela inclut les avoirs dits détournés ou les avoirs, donc on dit stolen assets, les avoirs détournés, les biens détournés? Et si, enfin, oui ou non, Transparency International donne aujourd'hui des chiffres sur ces montants qui sont faramineux. Et quid du fait qu'au niveau international, la communauté internationale est encore réticente à faire de la coopération en matière justement de retour de ces avoirs et de leur mobilisation justement pour le développement. Voilà. Oui, merci, c'est une merveilleuse question. La statistique que je citais, elle est établie dans Perspectives économiques de l'OCDE, un document en perspectives économiques africaines fait par l'OCDE et la BAD, et ça comporte l'évaluation par l'addition de ce que déclarent les banques centrales. C'est extrêmement concentré, puisque les grands surplus sont en Algérie et en Libye, et puis ensuite, secondairement, au Nigeria, en Angola, etc.